et un interne me dit qu'il demande une cigarette à Cécile. Cécile sort pour un pavillon et qu'un type sort de derrière la plante et l'enveloppe avec une couverture. Bonjour à tous, comment ça va? Désolé pour mon absence après tout ce temps, je suis occupé. Vous avez maintenant vu que je dirige un programme appelé La Zone Sombre sur PIC. Il est diffusé sur Twitch tous les mardis à 22h. J'ai été en train de télécharger les programmes sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous laisser ici la liste de lecture pour que vous puissiez le voir. C'est très intéressant sur les cas, sur les choses paranormales, les exorcistes, les extraterrestres, il y a de tout. Parlons d'un cas aujourd'hui, un cas qui m'a personnellement beaucoup intéressé. Beaucoup de gens m'ont demandé des cas argentins. Nous avons déjà abordé ici sur cette chaîne le cas de Petizo Orejudo. Nous avons abordé le cas des sœurs sataniques de Saavedra. Nous avons abordé le cas de Barreda, le dentiste. Et je pense qu'il est temps d'aborder un cas de disparition. Quelque chose qui s'est passé dans les années 80 et qui concerne une psychiatre qui travaillait dans un endroit très suspect, qui est toujours ouvert aujourd'hui. J'ai voulu aller plusieurs fois dans cet endroit pour faire de l'exploration urbaine, mais j'ai réalisé que c'était extrêmement risqué d'y entrer. Vous découvrirez bientôt pourquoi. L'endroit en lui-même s'appelle Open Door. C'est une colonie où sont internées beaucoup de personnes ayant des problèmes mentaux, des gens qui ont été abandonnés là par leur famille, d'autres qui sont visités, mais c'est un endroit qui est éloigné de la ville et de tout, presque dans une zone très rurale, et c'est un endroit qui a beaucoup de rumeurs derrière lui. Des rumeurs qu'il y a du trafic d'organes, qu'il y a des expériences sur les personnes qui y sont internées. Une histoire très trouble se cache en arrière-plan. Et il semble qu'il y ait une docteure, la docteure Cecilia Enriqueta Jubileo, qui a enquêté sur tout cela, qui était sur le point de révéler tout ce qui se passait là-bas, parce qu'elle y travaillait et malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. La docteure Cecilia Enriqueta Jubileo avait 39 ans et travaillait à la colonie pour malades mentaux Open Door. Cela se trouve à Torres, près de Luján, situé dans la province de Buenos Aires, en Argentine, comme je vous l'ai déjà dit, dans une zone rurale, dans une zone de forêt, loin du village, un endroit difficile d'accès si on n'a pas son propre moyen de transport. Elle a été vue pour la dernière fois la nuit du 16 juin 1985, quand un infirmier et l'un de ses patients ont échangé quelques mots avec elle dans un couloir. Après cela, la dernière personne qu'il a vue était son assassin. La disparition du docteur Jubilé, au-delà des spéculations et des hypothèses, a récolté un mystère épais et impénétrable. Mais pour nous plonger dans ce mystère, je dois vous raconter ce qu'est Open Door, comment ce lieu a été fondé et comment il est passé de l'idée principale à ce qu'il est aujourd'hui. Au début du XXe siècle, le docteur Domingo Cabré a eu un rêve qui avait beaucoup à voir avec l'Argentine de ces années-là, une époque où l'on rêvait de bâtiments qui s'élevaient énormes dans une ville en pleine croissance, une très bonne situation économique du pays qui accompagnait ce développement. Nouvelles institutions, entreprises, usines qui s'ouvraient jour après jour, les gens prospéraient, et au milieu de cette prospérité, ce docteur a rêvé de créer un lieu où l'on s'occuperait des malades mentaux et où on les guérirait parce que jusqu'à ce moment, toutes les personnes atteintes de troubles psychiatriques étaient internées dans des hôpitaux publics ordinaires et ne recevaient pas les soins appropriés. Les médecins n'avaient pas eu l'éducation nécessaire, ils n'avaient pas les connaissances pour traiter ces gens et pour guérir leurs maux. Alors, Domingo Cabré a décidé d'ouvrir un hôpital spécialisé dans ces problèmes et d'y loger toutes ces personnes qui n'avaient pas d'argent pour payer un traitement, mais qui, néanmoins, méritaient d'être bien traitées par les médecins et de guérir de leurs maux. Le projet du docteur Cabré a été lancé en 1906 et a été concrétisé en 1915 lorsque ces événements se sont produits. Le lieu qui portait officiellement le nom de Dr Domingo Cabré, mais était connu sous le nom de Colonias Montes de Oca ou Colonia Open Door, occupait 600 hectares dans le village appelé Torres, près de Luján, à 60 km de Buenos Aires en 1985. C'est à ce moment-là que cela se produit. Le village avait 1500 habitants
et des centaines de ses habitants travaillaient à l'intérieur de la colonie Open Door, fournissant de nombreux services allant des soins infirmiers aux services de nettoyage, de cuisine, de maintenance et autres. Beaucoup avaient reçu leur poste de leurs parents. C'était quelque chose qui se transmettait de père en fils ou sinon par recommandation, mais une grande partie des habitants du village travaillaient à cet endroit. Open Door était un lieu, une colonie autonome. Ils n'avaient pratiquement pas besoin d'aller faire leurs courses ailleurs car ils avaient leurs propres animaux, leurs propres récoltes. C'était un lieu où tout pouvait être concentré et créer une colonie fermée sans besoin de socialiser ou sans besoin de s'éloigner du lieu pour aller chercher des provisions. La colonie Open Door, qui, comme vous le savez, signifie portes ouvertes, c'était le traitement que recevaient les personnes qui y étaient internées. Elle abritait environ 1200 malades mentaux, personnes avec des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques qui recevaient un traitement. Ces personnes étaient réparties dans 12 pavillons qui s'élevaient sur un bâtiment central qui avait une construction similaire à un château normand. En plus de cela, le lieu avait un très long chemin à parcourir. Il avait une forêt autour et même son propre lac Open Door a été conçu comme un asile ouvert dans lequel la paix environnante atténuera la douleur des personnes internées là-bas. Mais ce n'était pas ce qui se passait. Open Door était une succursale de l'enfer. La docteure Cecilia Jubileo était née en 1946. Elle avait étudié la médecine à l'université de Cordoba et dans les années 60, elle avait participé à de nombreuses marches parce qu'elle était partisane de la gauche. Elle participait à des grèves et des protestations, et autres. Même en 1969, elle avait participé au célèbre Cordobazo, à la protestation des étudiants qui avaient envahi les rues des universités de Cordoba. C'est au milieu de tout ce mouvement que Cecilia a rencontré un homme nommé Pablo Chabrol. Elle est tombée amoureuse de cet homme. Ils se sont mariés et sont allés vivre à Gijón, en Espagne. Là-bas, Cecilia a essayé de valider son diplôme, mais les tentatives n'ont pas duré longtemps, tout comme le mariage. Ils n'ont été mariés qu'1 an, et elle est retournée en Argentine. Déjà séparée et sans idée de former à nouveau un couple, la docteure s'est concentrée sur ses études. Et c'est ainsi qu'en 1973, elle a reçu son diplôme. Elle a finalement obtenu son diplôme de médecin. Elle a étudié à l'université de Cordoue et a travaillé dans une clinique métallurgique à Campana pendant un certain temps. Mais en 1974, elle a obtenu un poste dans cet asile appelé Open Door et a choisi de vivre dans le petit village de Luján qui était relativement proche de cet asile. Elle a loué une maison dans la rue Humberto Primo et également un cabinet dans le village de Torres. Ici, une plaque métallique placée à l'avant de ce cabinet indiquait Dr Cecilia Jubileo, médecin clinicienne. Clinique. Elle vivait seule et en très peu de temps, elle est devenue très aimée par les gens du village qui venaient la consulter et ils n'avaient pas toujours de l'argent pour la payer, mais elle les soignait quand même. En plus de cela, elle travaillait à Open Door, où elle était constamment confrontée à la douleur des personnes hospitalisées là-bas. Et pendant son temps libre, elle se consacrait à l'étude de la maladie de Chagas. Peut-être qu'elle préparait un doctorat ou quelque chose du genre. Une recherche spéciale de sa part. Au moment de sa disparition, les enquêteurs comme la presse ont commencé à enquêter. Sa vie privée, ils voulaient en savoir si elle avait un partenaire, si elle vivait tout le temps seule, quel type d'orientation sexuelle elle avait, et ils ont commencé à découvrir qu'elle avait fréquenté un médecin de Campana, un comptable de la capitale fédérale, qui avait acheté quelques hectares même à Tigre, qu'elle avait ouvert un dépôt à terme avec son collègue de Campana, et il se murmurait même qu'elle avait eu certaines liaisons avec certaines de ses collègues infirmières. Les gens du village, dans un village si petit, parlaient et commençaient à inventer des histoires, mais en réalité il n'y avait rien de concret. Même une de ses collègues infirmières s'est beaucoup énervée à cause du niveau de questions que posaient les journalistes, les questions indiscrètes, parce qu'ils disaient qu'au bout du compte, qu'est-ce que cela avait à voir? Ce qu'ils demandaient avec la disparition de la docteure ou avec son travail professionnel? Au bout du compte, ils ont découvert que la seule personne qui connaissait tous les secrets de Cecilia Jubileo était sa mère Maria Lancetti, âgée de 60 ans.
au moment de ces événements. Elle vivait à Cordoba et la docteure lui écrivait énormément de lettres tout le temps. Elle envoyait constamment de la correspondance à sa mère, lui racontant sa vie, ses expériences, son travail, etc. Un hebdomadaire, lorsque tout cela s'est produit, a publié certaines de ses lettres. Il a obtenu cette correspondance et on pouvait y lire des phrases comme « Je veux avoir un enfant, fonder une maison, attendre mon mari quand il rentre du travail. » Je suis tiraillé entre désir et impuissance, perdu et au bord de l'effondrement. Toutes ces questions ont soulevé beaucoup de doutes sur la vie privée de la docteure. Mais comme je vous l'ai déjà dit, rien de tout cela n'a pu être vu concrètement. Rien n'a pu être prouvé, il n'y avait aucune preuve concrète de quoi que ce soit. Si elle avait eu un partenaire stable, ou ce qui s'était passé avec les différentes relations qu'elle avait établies pendant son séjour dans ce petit village de Luján, et son travail dans le village de Torres à Open Door. La question est que la docteure Cecilia Jubileo était de garde la nuit du 16 juin 1985 avec 2 collègues. Elle était arrivée à la colonie de Torres en conduisant sa Renault 6 blanche. Elle avait signé sa fiche d'entrée à 21h36. Le temps était horrible, il faisait froid et humide. Et le soir, un épais brouillard était tombé qui couvrait tout. Généralement, les médecins de garde restaient dans une petite cabane qu'ils avaient construite à côté de cet énorme bâtiment. De cet énorme site, presque un château comme je vous l'ai dit, et ils étaient généralement là à faire du travail de bureau, à rédiger des rapports, à remplir des formulaires et autres, jusqu'à ce qu'un des patients ait besoin de leur présence. Cette nuit-là, la docteure avait traité un patient qui avait une bronchite et une forte fièvre. Et puis, elle avait rempli les papiers d'une famille qui était venue récupérer le corps d'une personne, d'une femme de la famille qui était décédée à l'Open Door. À 0h15 de cette nuit, qui était déjà le lundi 17, un infirmier a croisé la docteure Jubilé, lui a demandé s'il y avait des nouvelles, docteur, et elle a dit « Non, non, tout est sous contrôle, je viens du pavillon 7, je viens de traiter une urticaire. » Cette nuit-là, la docteure portait un jogging bleu avec des bandes blanches sur les côtés, une veste bleu clair, et elle avait aussi des baskets blanches. Le pavillon 7 qu'elle avait mentionné était à 500 mètres de la maison médicale où elle avait résidé jusqu'à ce moment-là, et elle avait fait tout cet itinéraire à pied, mais elle n'est jamais allée et revenue seule. Il y avait un patient nommé Miguel Cano qui était allé la chercher à la maison médicale et l'avait emmenée à l'endroit où on avait besoin d'elle. Et puis il l'avait accompagnée en retour. Pourquoi ce patient était-il allé chercher la docteure ? Eh bien, parce que mystérieusement, cette nuit-là, le commutateur téléphonique de l'Open Door ne fonctionnait pas. Alors, quand un patient avait besoin de l'aide du professionnel, il devait aller la chercher à la maison médicale. Imaginez-vous cette nuit-là ? Il faisait très sombre, avec un épais brouillard partout. La seule lumière provenait des lampes au mercure disposées tout autour. Le long du couloir qui reliait la maison médicale à l'entrée principale de l'Open Door. Des 2 côtés, à la fois à gauche et à droite, régnait une profonde et épaisse obscurité. Il a ainsi passé toute la nuit. Le jour s'est levé. C'était le matin du 17. Toute la colonie s'est réveillée à la lumière encore épaisse de ce lundi. Pourquoi ? Parce que le mauvais temps continuait. Il était encore nuageux, donc les quelques rayons de lumière qui passaient ne donnaient pas une lumière complète. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les médecins qui sont entrés pour faire le quart du matin ont remarqué que la Renault de la docteure Jubileo était toujours garée à côté de la maison médicale. Alors ils ont dit que c'est étrange qu'elle soit toujours là. Ils sont allés la voir et, en ouvrant la porte de cette cabine, ils ont trouvé que le lit n'était pas fait. Il y avait des dossiers sur lesquels elle avait travaillé ouverts sur le bureau. Il y avait des chaussures de couleur marron, disposées là à côté du lit. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de la docteure Cecilia Jubileo. De plus, sa mallette avait disparu, la mallette médicale avec tous ses outils qu'elle utilisait pour effectuer son travail. Avait-elle été appelée d'urgence ? Que s'était-il passé ? Quelqu'un dans le village ? N'aurait-elle pas pu laisser un mot pour prévenir de son départ urgent ? C'est étrange. Avait-il reçu de la visite ? Quelqu'un avait-il besoin de sa présence ? Quelque chose de très très étrange se passait. Ce jour-là est passé, le jour suivant aussi, et l'autre encore.
et il n'y avait aucune trace du docteur Cecilia Jubileo. Ses collègues, ses connaissances, sa famille ont commencé à s'inquiéter. L'enquête a commencé pour découvrir où elle se trouvait. Ils ont commencé à chercher des indices, des traces, à parler à des témoins. La dernière personne qui avait parlé avec elle avait été ce patient, cet homme qui était allé la chercher à la maison médicale. La dernière phrase connue du docteur Jubileo avait été « Sois tranquille, je vais me reposer un moment ». Ensuite, on ne l'a plus vu. Aucun mouvement étrange, aucune personne qui n'était pas du lieu n'était apparue dans la colonie Open Door cette nuit-là du dimanche, ni pendant le cours du lundi. Cependant, la docteure Cecilia Jubileo avait disparu sans laisser de traces. Ainsi a commencé la pénible et lente enquête sur la disparition du docteur, menée par le juge fédéral, Dr Héctor Heredia. Soudain, la tranquille colonie fut envahie par une foule d'étrangers qui menèrent de l'enquête. Il y avait des policiers avec des meutes de chiens entraînés pour flairer les cadavres, des traces de personnes parcourant chaque couloir de l'endroit. Il y avait un hélicoptère qui balayait avec sa lumière, avec son projecteur, chaque sentier de la forêt qui entourait l'Open Door. La police a commencé à enquêter, a commencé à regarder les greniers qui étaient fermés, les sous-sols. Ils ont même fait ouvrir 2 pavillons qui avaient été fermés. Ils ont vérifié chaque centimètre de la colonie Open Door. Cependant, le docteur Cecilia Jubileo n'apparaissait pas. La famille de Cecilia, angoissée par toute cette situation, a décidé d'embaucher un avocat qui a commencé sa propre enquête, le docteur Marcelo Parelli. Il a trouvé une info assez perturbante. Cecilia avait fait le plein de sa voiture, elle était allée à une station-service, avait demandé à ce qu'on la remplisse et avait le réservoir plein d'essence dimanche après-midi. Cependant, lorsqu'ils sont allés enquêter sur la voiture, lorsqu'ils ont commencé à chercher des indices, il n'y avait pas une goutte de carburant dans le réservoir de la Renault. Un autre fait marquant, le patient qui était allé chercher le médecin à la maison médicale avait vu à un moment donné sortir un brancard funéraire. Bien sûr, il pensait que c'était cette famille qui était passée, qui était allée chercher la femme qui venait de décéder. Et ils transportèrent son cadavre pour lui donner une sépulture. Cependant, il a également vu un étrange véhicule aux vitres teintées tourner autour de l'Open Door. La maison funéraire a nié que cette voiture leur appartenait. Personne ne savait d'où il venait. Tout le personnel de la colonie Montes de Oca a été interrogé minutieusement. Apparemment, personne ne savait rien. Cependant, il y avait d'autres témoins. Des témoins muets. Je parle de ces 1200 patients psychiatriques qui étaient internés sur place. Pouvait-on interroger ces personnes ? Pouvait-on faire confiance aux témoignages de personnes qui avaient été internées pour délire, pour des problèmes psychologiques, pour des hallucinations ? La police s'est donc retrouvée dans une situation très délicate. Les personnes qui pouvaient donner un témoignage digne de confiance, apparemment, ou mentaient ou ne savaient vraiment rien. Et les témoins potentiels des faits, ceux qui avaient peut-être entendu quelque chose, ceux qui avaient peut-être vu quelque chose, n'étaient pas en mesure de faire une déclaration cohérente et digne d'être prise au sérieux par un jury. C'est alors que les enquêteurs et la police ont commencé à enquêter, comme je vous l'ai déjà dit, sur la vie privée de la docteure qui, comme on le sait, avait eu plusieurs amants, était une jeune personne, était une belle personne, de bonne apparence, c'est pourquoi elle avait eu beaucoup d'amants et de gens avec qui elle avait eu des relations. Toutes les personnes interrogées, hommes comme femmes, étaient sorties libres de cet interrogatoire. Aucun ne semblait être un suspect. La docteure Cecilia Jubileo travaillait, étudiait le taekwondo, étudiait le chant et faisait également partie d'une chorale dans la ville de Luján. Elle avait beaucoup d'amis à Torres et avait même établi une relation très proche avec une femme appelée la grand-mère Bellido, une vieille dame très aimée dans le village, une pauvre dame qui n'avait pas de famille et que la docteure avait prise comme une seconde mère. Parfois, la docteure Cecilia rendait visite à une petite fille de 8 ans dont elle était la marraine. Souvent, cette petite fille passait aussi la nuit chez elle. Même cette nuit de dimanche, elle devait passer la nuit chez sa marraine, mais Cecilia lui a dit de ne pas venir. Était-ce peut-être un indice? Savait-elle ce qui allait se passer?
C'est là que beaucoup d'hypothèses ont commencé à être envisagées. L'une d'elles suggérait que le passé tumultueux du pays avait directement affecté la vie de Cecilia. Comme je vous l'ai déjà dit, elle avait participé à certains partis de gauche dans sa jeunesse, elle avait milité dans ses partis politiques, elle avait fait partie de protestations, de marches contre le gouvernement, et même, bien que son ex-mari Pablo Chabrol n'ait aucun antécédent pénal, ses deux frères avaient été militants de l'Ejército Revolucionario del Pueblo et figuraient même sur la liste des disparus de la Commission nationale sobre la desaparición de personas. En plus de cela, le père de ces deux jeunes, c'est-à-dire l'ex-beau-père de Cecilia, avait été arrêté pour avoir enquêté de son propre chef sur la disparition de ses fils. Mais la prétendue connexion politique n'a pas réussi à progresser, car aucun point influent ou important n'a été trouvé pour relier tous ces mouvements à la disparition de Cecilia. On a parlé d'autres hypothèses, on a aussi dit qu'elle avait été enlevée pour demander une rançon, mais cependant, sa maison dans la rue Humberto Primo a été fouillée et on a trouvé ses économies cachées dans une boîte. Il y avait 3000 $. L'argent était intact et aucune demande de rançon n'avait été faite pour elle. Il a également été envisagé que l'un des patients l'attaque. Mais il était très étrange qu'un patient avec des problèmes psychiatriques ait planifié un crime avec une telle précision, quelque chose de si propre qu'il n'avait laissé aucune trace minimale. Comment une personne ayant des problèmes mentaux avait cette capacité de cacher ainsi un meurtre? Donc c'était une autre des hypothèses qui a été écartée et là les gens ont commencé à parler de rumeurs. On a parlé de l'avoir vu entrer dans un château dans le village de Lou. On a parlé de l'avoir vu marcher dans une rue d'un village voisin. Les gens ont commencé à halluciner qu'ils la voyaient partout. Mais peu à peu, la vérité a commencé à émerger. Cette enquête a révélé un tas de choses que personne n'avait remarquées à première vue. Apparemment, cet hôpital Open Door, peut-être à cause de l'endroit où il était situé. Peut-être parce qu'il était éloigné de tout. Il avait été choisi comme un lieu où se déroulait le trafic d'organes. Plusieurs des internes, comme je vous l'ai déjà dit, étaient des gens pauvres. Des gens qui n'avaient pas de maison, des gens qui n'avaient pas de famille, et il semble qu'ils étaient utilisés comme cobayes. Apparemment, des expériences étranges étaient menées sur ces gens. De nouvelles drogues étaient expérimentées qu'ils étaient en train d'étudier à cet endroit. Et quand ces personnes qui n'avaient pas de famille mouraient, une autopsie était pratiquée sur elles. On leur retirait les organes sains qu'ils avaient, et ces organes étaient vendus sur le marché noir. La corruption régnait en maître dans un endroit où 85% des internés, qui rappelons-le, étaient 1200, n'avaient pas été visités par leurs proches au cours de la dernière année. Cette information a été révélée par une étude réalisée par la docteure Silvia Balsano du Conseil national de recherches scientifiques et techniques plusieurs années plus tard. Le désordre, l'indifférence, le manque de contrôle faisaient de l'Open Door un dépôt de cobayes. Les preuves ont commencé à émerger. Il y avait des surpris partout, il y avait des factures mal faites, il y avait du blanchiment d'argent à cet endroit. Par exemple, ils ont découvert que l'année précédente, ils avaient fait une demande à l'État pour une somme d'argent destinée à acheter 25 000 draps. Cependant, seulement environ 100 sont entrés sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé avec le reste de l'argent? Où avait-il été utilisé? Qui avait bénéficié de cette surfacturation? L'enquête judiciaire, mais surtout les investigations des journaux télévisés, des journalistes, ont commencé à percer ces complicités officielles qui se produisaient en ce lieu et l'opinion publique a fait tout le reste. Des milliers de patients étaient passés par cet endroit sans que leur date d'admission, leurs données, rien ne soit enregistré. Absolument rien sur leur admission ou leur sortie. Lorsqu'ils décédaient, la date de leur mort n'était pas non plus enregistrée. Dans le résumé interne, le directeur de la colonie s'est excusé en disant que beaucoup de patients avaient tendance à s'échapper et qu'ils ne pouvaient donc pas renouveler chaque jour qui était là et qui ne l'était pas, ni prendre des listes parce qu'ils étaient très nombreux et dépassaient leur capacité à effectuer un décompte quotidien des internes. Cependant, en approfondissant cette enquête,
Ils ont découvert qu'une des personnes qui avait été admise sur place mais dont la sortie n'avait jamais été enregistrée et qui avait été signalée comme l'un des internes qui s'était enfui en traversant la forêt, était une personne paraplégique. Comment un paraplégique va-t-il se lever de sa civière, traverser la porte principale d'un hôpital psychiatrique et s'enfuir dans la forêt pour commencer une nouvelle vie? Une personne qui ne peut pas se déplacer par ses propres moyens, comment va-t-elle faire cela? Et comme cette personne, ils ont commencé à trouver beaucoup de noms et d'irrégularités. De nombreuses questions ont commencé à émerger. Pourquoi le taux de mortalité était-il si élevé dans cet hôpital? Des extractions de cornée étaient-elles effectuées à Open Door? Y avait-il un trafic de plasma qui à cette époque se vendait à 60 $? Le litre était-il peut-être les 1200 internes de Open Door des donneurs involontaires? Vendait-il peut-être des reins, des foies, des cornées de patients qui étaient encore en vie, mais que personne ne réclamait? La presse a commencé à souligner un étrange parallélisme entre cet endroit et un autre. Un autre hôpital où ce type de trafic, ce type d'expérience était mené. Ils ont comparé les expériences d'Open Door avec celles menées à Ashwood par le docteur Mengele pendant le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces données ont commencé à faire un étrange lien avec la disparition de la docteure. Jubilés, ils avaient fouillé autant qu'ils le pouvaient dans sa vie privée et n'avaient absolument rien trouvé. C'est alors qu'ils ont commencé à déduire que ce qui était peut-être arrivé à Cecilia, c'est qu'elle avait mis son nez là où elle n'aurait pas dû, avait découvert quelque chose de très trouble à cet endroit et était peut-être sur le point de le révéler, peut-être sur le point de le dénoncer, et quelqu'un voulait la faire taire. Une enquête a été ouverte sur toutes ces irrégularités qui se produisaient à l'Open Door. Cette enquête a même mentionné que beaucoup de ces infirmières, des femmes qui commençaient peut-être à faire leurs premiers pas dans le monde de la médecine, étaient sexuellement harcelées à cet endroit. Et certaines d'entre elles étaient peut-être même forcées à se prostituer. Il a été découvert que des patientes, des femmes de l'Open Door étaient tombées enceintes et on ne savait rien du sort de leurs enfants. Certains journalistes qui ont enquêté sur cette affaire, comme par exemple Henrik Estreck, ont été menacés de mort. Un documentaire sur le trafic d'organes dans le monde entier a été diffusé sur la British Broadcasting Corporation de Londres et plus d'une demi-heure de ce documentaire était centré sur ce qui se passait dans la colonie Open Door. Cette enquête a été menée par Bruce Harris qui a découvert beaucoup de choses que les enquêteurs argentins et la presse argentine avaient négligées. L'impact de ce documentaire télévisé a été considérable. Le docteur Eliseo Sanchez, qui était le directeur de l'Open Door, a été jugé, reconnu coupable et arrêté pour ces irrégularités, pour tous ces événements qui avaient été découverts. Dans cet hôpital psychiatrique, il est décédé en prison sans fournir aucune information qui éclaircirait le mystère. La presse a continué à en parler pendant de nombreuses années, et même un tas d'événements étranges ont commencé à se produire. On pourrait dire sensationnalistes. Des mentalistes ont suggéré dans des programmes TV que le corps du docteur se trouvait dans un puits, une citerne située à cet endroit. D'autres disaient qu'il était enterré ailleurs dans le champ. Tout a commencé à se déformer jusqu'à ce que peu à peu les eaux se soient calmées. L'un des doutes qui était resté en suspens est de savoir s'ils ont mené une enquête, une perquisition aussi grande. Pourquoi personne n'a-t-il bu les eaux de la lagune qui faisait partie de l'hôpital Open Door? Pourquoi personne n'a-t-il effectué une recherche en profondeur dans ce lac? Est-ce que le cadavre de la docteure se trouvait là par hasard? À ce jour, cela reste un mystère. Pendant toutes ces années, des milliers de nouvelles ont continué à apparaître sur le trafic d'organes, sur des lieux où les internes sont maltraités. Cet endroit est toujours ouvert. De nos jours, il est très difficile d'accéder à Open Door. Il demande beaucoup d'identification. Il y a de la sécurité partout et même votre vie peut être en danger si vous menez une enquête privée sur cet endroit. La docteure Cecilia Jubileo reste introuvable. Son mystère continue de flotter dans l'air. Personne n'a été inculpé pour sa mort présumée. Et c'est tout pour l'enquête d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le cas du docteur Cecilia Jubileo.
le trafic d'organes qui a eu lieu ici à l'hôpital Open Door qui, comme je vous le dis, est toujours ouvert et peut même être visité sur les forums, là où je faisais mes recherches sur les explorations urbaines, où je trouvais des endroits à enquêter. Plusieurs personnes avaient réussi à s'introduire, mais elles avaient raconté que des agents de sécurité étaient apparus, les avaient interpellés, les avaient menacés avec des armes et les avaient chassés de cet endroit de manière désagréable. Nous avons prévu d'y aller plusieurs fois, mais c'était vraiment compliqué car l'accès à l'hôpital Open Door est très difficile. Peut-être qu'un jour nous pourrons mener cette enquête. Maintenant, je veux que tu laisses ici en dessous ce que tu penses de ce cas. Ça t'a plu? Si ça t'a plu, s'il te plaît, laisse ton like, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Quand nous atteindrons 10 000 likes, je sortirai un nouveau cas d'enquête, de mystère, de disparition ou de crime. Je suis Magnus Mephisto, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Contactez-moi sur Instagram, lien en description. À la prochaine vidéo.